Imagine un pays qui s'effondre en quelques semaines. Des millions de soldats en déroute, un gouvernement paniqué, une capitale prête à être abandonnée. Au milieu de ce chaos, dans un studio anonyme à Londres, un officier presque inconnu ajuste un micro, regarde l'horloge et se dit « Si je me tais maintenant, la France mourra en silence. Si je parle, je deviens un traître, ou le dernier pari de mon pays. » Ce militaire s'appelle Charles de Gaulle. En face de lui, le temps le presse. Quelques minutes d'antenne, quelques heures avant que l'armistice ne soit signé, quelques jours avant que le visage de la France soit figé pour des décennies. Et, surtout, un rival gigantesque se dresse sur sa route. Son ancien mentor, le héros national, le maréchal Philippe Pétain, qui choisit la reddition quand lui choisit la résistance. Comment un enfant rêveur de Lille a-t-il pu se retrouver à défier, en même temps, Hitler, Churchill et Pétain lui-même? Comment ce garçon, élevé dans les livres d'histoire, a-t-il osé réécrire l'histoire de son pays contre l'avis de tous? Pour le comprendre, il faut remonter loin avant ce micro londonien. Remonter là où tout commence, dans une famille où la France n'est pas seulement un pays, mais une sorte de personnage sacré qui ne doit jamais, jamais s'agenouiller. Charles-André Joseph-Marie de Gaulle naît le 22 novembre 1890 à Lille. Troisième d'une fratrie de 5 enfants, il grandit dans une famille catholique, lettrée, profondément patriote. Son père est professeur d'histoire, sa mère vit la France comme une foi. À la maison, on discute batailles, défaites, gloires et humiliations, comme d'autres parlent de météo. Le petit Charles écoute, immobile, avec ce sérieux presque disproportionné pour un enfant. Sa mère raconte comment, petite fille, elle a pleuré en apprenant la défaite de 1870 face à la Prusse. Elle parle de l'Alsace et de la Lorraine comme de membres arrachés au corps de la France. Dans l'imagination du jeune garçon, le pays n'est pas une carte. C'est un être vivant, blessé, qu'il faudra un jour défendre. Il est grand pour son âge, raide, un peu empesé. Les jeux de cours de récréation l'intéressent moins que les récits de siège, les charges de cavalerie, les stratégies napoléoniennes. Très tôt, il se donne un rôle dans ce théâtre mental. Il ne sera pas un figurant. Il sera l'homme qui tient, celui qui ne cède pas. Mais pour l'instant, il n'est qu'un gamin de Lille, un élève sérieux, parfois jugé hautain. Ce décalage entre l'image qu'il a de lui-même, serviteur futur de la grande France, et ce qu'il est réellement, un adolescent inconnu, va le suivre toute sa vie, et nourrir l'irritation, voire le mépris, de ceux qui verront en lui un ambitieux insupportable. À l'adolescence, une idée s'impose. Ce sera l'armée. Pas seulement par goût de l'uniforme, mais parce que pour lui, l'armée est la colonne vertébrale de la nation. Là où l'on peut, pense-t-il, rendre à la France sa grandeur perdue. Il prépare avec acharnement le concours de Saint-Cyr, la grande école militaire. Il n'a pas le génie facile, pas de fulgurance enfant prodige. Il réussit à force de travail, de volonté, de ce mélange de fierté et d'obstination qui deviendra sa marque. En 1909, il est admis. Classement moyen. Rien dans les chiffres n'annonce le destin qui l'attend. À Saint-Cyr, il se distingue moins par ses notes que par son attitude. Sérieux, réservé, parfois cassant, il supporte mal la médiocrité, déteste les concessions, ironise sur les compromis. Un de ses supérieurs l'observe et lâche une phrase assassine. Ce jeune homme a l'air de penser que rien en dessous de connétable de France ne serait digne de lui. C'est dur, mais pas totalement faux. De Gaulle ne vise pas une carrière tranquille. Intérieurement, il a déjà passé un contrat avec lui-même. Sa vie devra être à la hauteur de l'idée qu'il se fait de la France. C'est vertigineux et terriblement encombrant. Quand éclate la Première Guerre mondiale, en 1914, Charles de Gaulle est jeune officier dans le 33e régiment d'infanterie. Son chef, un colonel d'une 50aine d'années, visage dur, réputation de compétent, Philippe Pétain. C'est là que commence l'un des grands paradoxes de sa vie. L'homme qui plus tard incarnera la capitulation et deviendra son adversaire absolu, est d'abord son modèle, son supérieur, presque un père spirituel. De Gaulle admire l'officier précis, calme, méthodique. Pétain, lui, repère ce grand lieutenant sérieux, courageux, qui ne recule pas devant le danger. La guerre, elle, ne laisse pas de place aux abstractions. Dans les tranchées, la boue colle aux bottes, les obus arrachent les hommes par morceaux. Les journées se rythment au son de l'artillerie, les nuits se comptent en minutes arrachées au sommeil. De Gaulle est blessé une première fois, puis une deuxième. Il revient au front. En 1916, à Verdun, ce nom qui résonne comme un gouffre,
Il est de nouveau en première ligne. La colline de Douaumont est un enfer de flammes et de terre retournée. Au milieu d'un assaut, il est fauché, laissé pour mort, puis ramassé par les Allemands. Quand il rouvre les yeux, ce n'est pas dans une infirmerie française, mais dans un hôpital allemand. Le jeune capitaine, qui se rêvait acteur majeur du salut de la patrie, devient prisonnier. L'humiliation est immense. Mais, fidèle à sa logique intime, il transforme ce coup du destin en défi personnel. Il tentera de s'évader. Pas une fois, 5 fois. 5 tentatives d'évasion, 5 échecs. En se cachant dans un panier de linge, en creusant un tunnel, en essayant de scier des barreaux. Chaque fois il y croit, chaque fois il est repris, chaque fois les Allemands le punissent, cellules, isolement, privation de journaux, de tabac. Pour n'importe quel autre, ces échecs répétés seraient la preuve qu'il faut renoncer. Pour lui, c'est la preuve qu'il n'a pas encore trouvé comment faire. Une phrase s'enracine dans son esprit. On ne cède jamais à la fatalité. Jamais. Pendant que la guerre continue sans lui, il étudie. Il lit, observe, analyse les erreurs de son propre camp, les forces de l'ennemi. Dans sa tête, il ne cesse de refaire les opérations, d'imaginer d'autres stratégies. Là, dans une cellule allemande, se forme l'officier qui, plus tard, dénoncera avec autant de rage l'impréparation de la France. Quand il rentre enfin en France, en 1918, la victoire est déjà là. Ils ont gagné, sans lui. Ce sentiment de victoire volée, d'histoire écrite sans sa participation, le hante profondément. Comme si le temps lui avait échappé. Mais le pays, lui, salue les héros du front. Parmi eux, évidemment, le général Pétain, auréolé de Verdun. De Gaulle reprend sa carrière, discret mais déterminé, et retrouve celui qu'il admire, le maréchal. Il travaille sous ses ordres, collabore avec lui sur des textes doctrinaux. Pétain semble l'apprécier, encourage sa réflexion. Là encore, l'histoire est cruelle. Ce duo maître-élève, promis à poursuivre la même vision, va exploser quand viendra l'épreuve suivante. Pour l'instant, ce sont des heures d'études. De Gaulle enseigne à Saint-Cyr, intègre l'école de guerre, théorise le rôle des armées dans la nation. Il est brillant, mais déjà dérangeant. Quand il écrit sur la tactique, il n'hésite pas à contredire les doctrines officielles. Pour lui, la guerre de demain ne se gagnera pas en répétant Verdun, mais en la rendant mobile, rapide, mécanisée. Il veut des divisions blindées, concentrées, prêtes à frapper en masse. Ses idées trouvent peu d'oreilles attentives. Dans une France victorieuse mais traumatisée, les chefs militaires rêvent d'une chose, ne plus jamais revivre Verdun. Ils préfèrent les lignes fortifiées, les murs de béton, la future ligne Maginot, à ces grandes charges de chars qui lui semblent indispensables. Le jeune officier entêté insiste. Il écrit des livres, prononce des conférences, propose des plans concrets de réorganisation de l'armée. On le tolère, on le trouve intelligent, mais exaspérant. Là encore, le temps joue contre lui. Il voit le péril monter en Allemagne, il sait que chaque année perdue est une année offerte à Hitler. Mais dans les ministères, les horloges tournent au ralenti. Sur le plan personnel, sa vie semble plus douce. Il épouse Yvonne, une femme discrète, d'une grande piété, qui deviendra plus tard tante Yvonne pour tout un pays. Ils fondent une famille. Parmi leurs enfants, une petite fille, Anne, atteinte de handicap mental. Avec elle, l'homme raide, distant, se transforme. Il la porte dans ses bras, lui chante des chansons, invente des jeux. Ce contraste est saisissant. Le futur chef d'État inflexible, capable de dire non au plus grand, se révèle d'une tendresse désarmante avec cet enfant fragile. Comme si, dans ce rapport intime, se cachait déjà sa vision de la France, sévère avec les forts, protecteur avec les faibles. Mais dehors, l'histoire accélère. Hitler réarme l'Allemagne, remilitarise la Rhénanie, annexe des territoires. L'Europe ferme les yeux, recule, négocie. De Gaulle, lui, voit se dessiner le scénario qu'il redoute. Une nouvelle guerre, et une France qui n'est pas prête. Il publie en 1934 un ouvrage visionnaire sur l'armée professionnelle et les chars. Le livre ne fait pas scandale, il ne fait pas non plus bouger les lignes. On le classe parmi les originaux, ceux qui peut-être ont raison, mais qu'on préfère laisser de côté. Son rival de l'ombre, Pétain, est désormais maréchal de France, figure sacrée, marbre vivant de la mémoire nationale. Il incarne la prudence, la défense, le refus de l'aventure. Entre ces deux hommes, une fracture invisible commence à se creuser. D'un côté, la lenteur rassurante du héros de Verdun, de l'autre, l'urgence froide de l'officier qui sent le temps lui filer entre les doigts. En 1939, la guerre éclate de nouveau. Cette fois, De Gaulle n'a plus l'intention de la regarder passer depuis une cellule.
il commande un régiment de chars. En mai 1940, au moment où l'offensive allemande se déclenche, son nom n'est encore connu que de quelques militaires. Mais sur le terrain, dans un paysage de routes encombrées de réfugiés et de colonnes en déroute, il est l'un des rares à oser attaquer. À Montcornet, puis près d'Abbeville, ses blindés contre-attaquent. Face à la machine de guerre allemande, ces contre-attaques ne renversent pas la situation. Mais elles prouvent que l'on peut frapper, que la défaite n'est pas une fatalité mécanique. Ses supérieurs reconnaissent ce courage. On le promeut général de brigade à titre temporaire. Ce n'est pas seulement un grade, c'est une porte ouverte vers le pouvoir politique. En juin 1940, alors que la France s'effondre, le président du Conseil, Paul Reynaud, l'appelle au gouvernement. De Gaulle devient sous-secrétaire d'État à la Défense nationale. Il passe, en quelques jours, du char poussiéreux au bureau ministériel, des cartes d'état-major au conseil de cabinet où se joue le destin du pays. Mais le temps, encore une fois, est contre lui. L'armée recule, les lignes craquent, les villes tombent les unes après les autres. L'Allemagne exige une réponse, armistice ou poursuite de la guerre. La salle du Conseil des ministres devient une scène de théâtre tragique. Autour de la table, des hommes épuisés. Au centre du débat, deux visions de la France. D'un côté, le maréchal Pétain, auréolé de Verdun, répète que, le cœur serré, il faut cesser le combat pour limiter les souffrances. Pour lui, continuer la lutte serait un sacrifice inutile. La France doit se rendre pour survivre, même diminuée, même occupée. De l'autre, un général presque inconnu, long, raide, dont la voix tranche dans le silence. Charles de Gaulle. Il défend une idée folle aux yeux de beaucoup. Transférer le gouvernement et l'armée en Afrique du Nord, continuer la guerre aux côtés des Britanniques, refuser la capitulation, même si le territoire métropolitain est envahi. Pour Pétain, c'est du romantisme irresponsable. Pour De Gaulle, l'idée inverse, signer, relève du renoncement moral. Le conflit entre les deux hommes cesse d'être théorique. Ce n'est plus un désaccord doctrinal entre deux officiers. C'est la fracture brutale entre deux France. Celle qui accepte l'humiliation pour rester en vie, et celle qui préfère risquer la mort plutôt que de se mettre à genoux. Et l'horloge tourne. Les Allemands veulent une réponse rapide. Chaque heure qui passe rapproche le pays du point de non-retour. De Gaulle comprend que, cette fois, il ne convaincra pas. Le rapport de force est écrasant. Pétain est adulé, la majorité des responsables le soutient. Rester, c'est se taire. Se taire, c'est cautionner. Alors il prend une décision que beaucoup jugeront insensée. Partir. Non pas fuir, mais se soustraire à ce qu'il considère comme une erreur historique. Quitter la France pour mieux la défendre. Le 17 juin 1940, Pétain annonce à la radio qu'il faut cesser le combat. Des millions de Français écoutent, en larmes ou soulagés. Ce soir-là, la voix du vieux maréchal couvre tout. Le pays entend la promesse de l'armistice comme la fin du cauchemar. Pendant ce temps, De Gaulle monte dans un avion, direction Londres. Il sait que si l'on découvre son départ, on le traitera de déserteur. Il sait aussi que s'il n'agit pas maintenant, il sera trop tard. C'est son nouveau compte à rebours. Il n'a que quelques jours, peut-être quelques heures, pour faire entendre une autre voix que celle de Pétain. Arrivé à Londres, il n'est rien. Pas de troupes, pas d'argent, pas de mandat officiel clair. Juste une conviction et quelques contacts. Il doit convaincre Churchill de lui donner ce qui lui manque le plus, un micro. Le 18 juin, la BBC lui offre quelques minutes d'antenne. Quelques minutes pour défier un gouvernement tout entier. Quelques minutes pour dire à un pays vaincu qu'il n'a pas le droit de se considérer comme mort. Dans le studio, la lumière est crue, le micro noir semble énorme. De Gaulle, raide dans son uniforme de général fraîchement taillé, sait ce que ce geste signifie. S'il parle, il rompt avec Pétain, avec son armée, avec la légalité apparente. Il se place en concurrence directe avec le maréchal. Un inconnu contre un héros national. C'est un duel étrange, presque impossible. D'un côté une voix, seule, à Londres, portée par quelques ondes radio, fragile, incertaine. De l'autre, un régime qui s'installe, avec ses administrations, ses timbres officiels, ses drapeaux. Mais dans la logique intime de Gaulle, le temps l'a déjà assez volé. Il ne peut plus attendre. Il inspire profondément, jette un œil à l'horloge qui lui rappelle qu'il doit se tenir dans le temps imparti, et commence à parler. Sa phrase d'ouverture ce jour-là ne donnera pas tout de suite des frissons à des foules entières. Mais c'est à cet instant précis que Charles de Gaulle cesse d'être seulement un officier ambitieux. Il devient autre chose. L'homme qui parie sa vie, son honneur et l'avenir de son pays
sur quelques minutes de parole. La suite de son histoire, c'est le combat acharné pour que cette voix l'emporte sur celle de son ancien maître, pour que la France ne soit pas réduite à ce que Pétain a signé en son nom. Et ce duel avec le temps, reconstruire un pays avant que d'autres ne le fassent à sa place, ne fait que commencer. Le micro se tait. Dans le studio de la BBC, l'écho des dernières phrases flotte encore dans l'air. Dehors, Londres est plongée dans le blackout, les lumières éteintes, les fenêtres masquées. Et dans cette obscurité, une vérité brutale s'impose. Personne ne sait vraiment qui est ce général qui vient de parler. En France, la plupart des gens n'ont même pas entendu son appel. Son rival, Pétain, lui, a déjà gagné la bataille des oreilles, des cœurs et des signatures officielles. C'est un duel inégal. Le maréchal vénéré, à la tête d'un État qui se proclame légitime, installé à Vichy, face à un général inconnu, sans troupes, sans territoire, sans moyens, perdu à Londres, réduit à une voix sur des ondes fragiles. Et pourtant, c'est à partir de ce déséquilibre total que Charles de Gaulle va essayer de renverser le destin, avec une urgence silencieuse. Si avant la fin de la guerre, il ne parvient pas à prouver que la vraie France est derrière lui, alors l'histoire se passera de lui, et peut-être de la France tout court. Les premiers jours à Londres sont d'une pauvreté presque comique. Pas de comité, pas de gouvernement, pas de drapeau à hisser sur un palais. Juste un bureau prêté, quelques officiers dispersés, et des feuilles de papier où ils grébouillent France libre, en cherchant encore ce que cela signifie concrètement. Les Britanniques le regardent avec un mélange de respect prudent et de scepticisme. Churchill a compris, d'instinct, que cet homme raide incarne quelque chose de plus grand que son grade. Mais il sait aussi que parier sur lui, c'est provoquer Pétain, risquer de perdre ce qu'il reste de la flotte française, bousculer des équilibres diplomatiques qui tiennent déjà à un fil. Les journaux de Vichy se déchaînent. Ils le traitent de traître, de fuyard, d'agent des Anglais. Un sobriquet apparaît. Le général Micro. Un homme réduit à une voix, ricane-t-il. Il ne se doute pas qu'un jour, cette voix pèsera plus lourd que leur plein pouvoir et leurs décrets. Pour l'instant, De Gaulle encaisse. Il n'a pas le luxe de répondre à chaque insulte. Il a un problème plus simple, plus brutal. Comment exister? Une voix, ce n'est rien si elle ne s'incarne pas. Il lui faut des soldats, un drapeau, des territoires. Sans cela, il ne sera qu'un orateur de l'exil, un nom de bas de page dans les livres d'histoire. La première bataille de cette nouvelle guerre ne se joue pas contre les Allemands. Elle se joue pour l'âme de l'Empire français. De Gaulle le sait. Si la France métropolitaine est envahie, il reste un trésor immense, presque intact, ses colonies. Là-bas, en Afrique, dans le Pacifique, la France a encore des ports, des bases, des hommes, des ressources. Si ces territoires choisissent Pétain, la France libre restera une fiction. S'il se rallie à De Gaulle, alors son Paris imaginaire trouvera un substitut. Brazzaville, Londres, Beyrouth, peu importe. La France existera ailleurs. Le 26 août 1940, un geste bouleverse la donne. Le gouverneur de l'Afrique équatoriale française, Félix Éboué, décide de rallier la France libre. Un homme noir, dans un territoire lointain, choisit un général presque inconnu contre le maréchal mythique. Ce n'est pas seulement un acte administratif, c'est une ligne de front qui bascule. Petit à petit, d'autres colonies suivent, le Tchad, le Cameroun, le Congo. La carte du monde, que De Gaulle contemple, se pare de petites taches bleues qui rompent le noir de l'occupation. La France libre cesse d'être une abstraction. Elle a des ports, des pistes, des unités, un embryon d'armée. Mais cette reconquête n'a rien de triomphal. À Dakar, en septembre 1940, l'opération pour rallier le Sénégal tourne au fiasco. Les navires de la France libre et de la Royal Navy se présentent devant le port, en espérant un ralliement des troupes sur place. Au lieu de cela, les canons français tirent. Sur des Français. De Gaulle comprend, horrifié, que la guerre civile fratricide n'est plus une menace théorique. Elle commence déjà, au large, sous ses yeux. Cette défaite le marque, mais elle renforce aussi sa conviction que le temps presse. Plus la guerre dure, plus la fracture entre la France de Vichy et la France libre se creuse, plus le duel avec Pétain devient mortel. Un jour, l'histoire ne retiendra qu'un vainqueur. Il refuse d'imaginer que ce ne soit pas lui. Pendant ce temps, les batailles continuent, loin des caméras. Des unités françaises libres se battent en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. À Bir Hakeim, en 1942, des soldats français, entourés dans le désert de Libye, résistent farouchement à Rommel. Dans ce décor de sable et de roches, au milieu des explosions, une chose se joue.
La preuve que la France combat encore. Pour De Gaulle, chaque combat gagné n'est pas seulement une ligne de plus dans un rapport d'état-major. C'est une pièce supplémentaire dans le dossier qu'il prépare, pour l'après-guerre. Car il ne se bat pas seulement pour survivre aujourd'hui. Il se bat pour que demain, quand les grands de ce monde se réuniront à Yalta ou ailleurs, la France ait une chaise autour de la table. À Londres, à Alger, dans les capitales alliées, une question revient. La France, est-ce encore un grand pays ou juste un problème à gérer ? Pour certains dirigeants comme Roosevelt, la réponse est claire. C'est un pays vaincu, à administrer, voire à mettre sous tutelle. En coulisses, on imagine même une France gérée comme l'Allemagne, par un gouvernement militaire allié. Pour De Gaulle, c'est une horreur absolue. La France, réduite à un territoire occupé, surveillé, mise sous contrôle ? Jamais. Mais pour dire non à cette humiliation, il doit avoir quelque chose à opposer. Pas seulement des discours, mais un État en exil qui fonctionne, des soldats qui se battent, une résistance intérieure qui répond présent. Et pendant que De Gaulle se démène à l'extérieur, le conflit avec Pétain se durcit à l'intérieur. Le maréchal, installé à Vichy, gouverne une France amputée, surveillée par Berlin, obsédée par l'ordre et la discipline. Il se présente comme le bouclier du pays, celui qui protège les Français des pires brutalités nazies en acceptant l'armistice. De Gaulle, lui, devient le glaive, selon la formule qu'on reprendra plus tard. Bouclier contre glaive, protection résignée contre révolte obstinée. Mais ce face-à-face n'est pas symétrique. Vichy a la police, les lois, les journaux, les tribunaux. De Gaulle a la clandestinité, quelques stations radio, des réseaux qui se construisent. Les résistants de l'intérieur, au départ, ne le connaissent pas. Ils sont communistes, catholiques, royalistes, radicaux, souvent opposés entre eux. Ce qu'ils ont en commun, c'est l'idée qu'il faut agir, saboter, informer, refuser. Ce qu'ils n'ont pas, c'est un chef unique. De Gaulle comprend que s'il n'unifie pas cette nébuleuse avant la fin de la guerre, le jour de la libération, la France risque de se déchirer entre factions. Le temps joue encore contre lui. Plus la résistance se bat sans lui, plus elle pourrait penser qu'elle n'a pas besoin de lui. Alors, depuis Londres puis Alger, il travaille, négocie, envoie des émissaires, impose peu à peu une évidence. Le chef de la France qui se bat, c'est lui. À Jean Moulin, l'un de ses plus grands envoyés, il confie une mission presque impossible. Unifier la résistance intérieure derrière le général que beaucoup n'ont jamais vu. C'est une autre guerre, faite de rendez-vous nocturnes, de faux papiers, d'appartements exigus où l'on chuchote. Une guerre où l'on se bat autant contre la Gestapo que contre la tentation de chaque groupe de garder son autonomie. De Gaulle, à distance, surveille tout, tranche, impose, fâche. Il veut une seule France combattante, pas un puzzle d'armées privées. Son rival, ce ne sont plus seulement Pétain et ses ministres, mais aussi tous ceux qui rêveraient d'une libération sans lui, d'un pays reconstruit sur d'autres bases, sous d'autres visages. En novembre 1942, un événement bouleverse la donne. Le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, l'opération Torche. Des troupes alliées débarquent au Maroc et en Algérie, territoire français sous autorité vichiste. La situation est incroyablement tordue. Les soldats qui arrivent sur les plages sont officiellement des alliés de la France, mais les Français qui les attendent sur les quais obéissent à un gouvernement soumis à Hitler. Au milieu de ce chaos, une figure inattendue apparaît, l'amiral Darlan, représentant du régime de Vichy en Afrique du Nord, négocie avec les Américains. Il finit par changer de camp, mais est assassiné peu après. Dans ce vide, les Américains cherchent désespérément un Français à mettre en avant. Et ils ne choisissent pas De Gaulle, ils choisissent le général Henri Giraud. Giraud, évadé spectaculairement d'une forteresse allemande, a l'aura du héros romanesque. Il est plus âgé, moins cassant, plus acceptable pour Washington. À Alger, on lui confie un rôle, chef militaire, figure rassurante. De Gaulle, furieux, voit se dessiner un scénario cauchemardesque. Les Alliés organisent une autre France sans lui, une France où son nom n'apparaît pas, où sa lutte de Londres passerait au second plan. La rivalité change alors de visage. Pétain, vieillissant, enfermé à Vichy, n'est plus le seul adversaire. Face à De Gaulle se dresse un nouveau concurrent, Giraud, un Français comme lui, résistant à sa manière, que les Alliés préfèrent. Le duel devient triangulaire, Vichy contre France libre, contre France d'Alger. Dans ce champ de bataille politique, De Gaulle joue gros. S'il perd face à Giraud, il restera celui qui a crié dans le désert, pendant que d'autres récoltaient les fruits de la victoire.
De Gaulle décide donc de frapper vite. Il quitte Londres pour Alger, avec cette impression étrange de devoir reconquérir la France qui combat. Lorsqu'il descend d'avion, certains le regardent comme un gêneur, un rival encombrant. Il n'a ni la bénédiction enthousiaste de Roosevelt, ni la docilité qui plairait à certains officiers. Entre Giraud et lui, le contraste est saisissant. Giraud se veut simple, soldat pur, éloigné des combines politiques. De Gaulle, lui, assume le politique en uniforme, l'homme de la parole autant que de l'action. Les Alliés rêvent de les voir cohabiter. Ils imaginent une sorte de direction bicéphale, 2 chefs, 2 hommes, une façade d'unité. Mais pour De Gaulle, c'est impensable. Il ne veut pas être la moitié d'un symbole, ni partager la légitimité comme un gâteau. Il sait qu'au final, il ne pourra en rester qu'un. Alors il joue sa carte maîtresse, la légitimité historique. Il rappelle qu'il s'est dressé le premier contre l'armistice, que les réseaux de résistance se sont ralliés à lui, que ses forces combattantes se sont constituées avant celles de Giraud. Petit à petit, dans les comités, les commissions, les assemblées de la France combattante, il impose son ton, son style, sa vision. Le Comité français de la libération nationale, CFLN, naît, avec Giraud et De Gaulle à sa tête. Mais dans les couloirs, tout le monde sent où penche la balance. La parole, c'est De Gaulle. La capacité à incarner la France, c'est De Gaulle. Giraud, peu à peu, est marginalisé, jusqu'à être écarté. Encore une fois, De Gaulle n'a pas seulement vaincu un rival militaire, il a vaincu un concurrent pour le droit de dire « La France, c'est moi qui la représente ». Il a compris une chose essentielle. Dans cette guerre, la bataille de l'image et de la parole compte autant que celle des chars. Et pendant ce temps, les Alliés préparent le grand moment, le débarquement en Europe occidentale. De Gaulle est tenu à l'écart de la plupart des décisions stratégiques majeures. On informe, parfois, tard. On lui cache, on le contourne. Certains à Washington rêvent toujours d'une France gérée par une administration militaire américaine, l'AMGOT, une sorte de protectorat de fait. Pour lui, c'est un nouveau compte à rebours. Il doit être prêt, avec un gouvernement provisoire déjà formé, avec des préfets, des commissaires, des policiers, avant que les troupes alliées ne libèrent chaque ville. Sinon, dans le vide, les Américains s'installeront, les résistants locaux feront leurs lois, les partis se déchireront. La France pourrait s'enfoncer dans un chaos révolutionnaire, entre milices, règlements de compte et tentations totalitaires. Alors il construit, à Alger, un embryon d'État. Commission, ministère, ordonnance, décision. Cet État n'a pas encore pari, mais il a déjà ses règles, ses fonctionnaires, sa monnaie, ses tribunaux. De Gaulle prépare, en coulisses, la prise de pouvoir à venir, comme si, dans un théâtre encore occupé par l'ennemi, il répétait les scènes de la pièce qui se jouera après la chute du rideau. Lorsqu'en juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie, la France entière retient son souffle. Les vagues de la Manche se couvrent de barges, le ciel gronde d'avions. Sur les plages, des milliers de jeunes hommes tombent, mêlant leur sang américain, britannique, canadien et français. Dans l'ombre de ce tumulte, De Gaulle se bat encore sur un autre front. Il refuse que la France soit considérée comme un simple champ de bataille à libérer. Pour lui, il faut que le pays soit vu comme un allié qui se libère lui-même. Il obtient, non sans heurts, que des forces françaises participent à la campagne, que des officiers français soient présents dans les états-majors, que le drapeau tricolore flotte là où sinon on n'aurait vu que des étoiles et des unions Jack. Quand Paris se soulève en août 1944, la situation est explosive. Les FFI, les résistants, montent des barricades. Les Allemands hésitent entre la répression et la retraite. Les Alliés, eux, sont partagés. Faut-il accélérer vers Paris ou contourner la ville pour garder un avantage stratégique ? De Gaulle, lui, ne se pose pas la question longtemps. Paris doit être libéré par des Français et le plus vite possible. Il pousse, insiste, exige que la 2e DB du général Leclerc soit en première ligne. Pas par caprice d'ego, mais parce qu'il sait que dans l'imaginaire collectif, les images de la libération entreront des générations. Si les chars américains entrent seuls dans Paris, la France libre restera dans l'ombre. Si les chars français ouvrent la marche, alors le récit sera différent. Le 25 août 1944, la capitale est enfin libérée. Le lendemain, 26 août, une scène se grave dans l'histoire. Charles de Gaulle remonte les Champs-Élysées à pied, au milieu d'une foule en liesse. Les caméras montrent un géant en uniforme, avançant droit,
sans regarder les toits où des tireurs isolés peuvent encore se cacher. Dans la cathédrale Notre-Dame, alors qu'il s'avance pour le Te Deum, des coups de feu éclatent. La foule panique, se couche, hurle. Lui continue d'avancer, imperturbable, comme si les balles n'existaient pas. Ce n'est pas de l'inconscience, c'est un message. Il veut que la France le voie debout, impassible, au milieu du chaos. Il sait que ces images parcourront le monde, qu'elles diront silencieusement « Il y a encore un État, il y a encore un chef, la France n'est pas seulement une mosaïque de résistants et d'armées étrangères. » C'est le triomphe spectaculaire de celui qui, 4 ans plus tôt, n'avait qu'un micro et un uniforme un peu trop neuf. Mais ce triomphe est fragile. Derrière les vivas se cachent d'autres menaces. La vengeance aveugle contre les collaborateurs, la rivalité entre communistes et gaullistes, la tentation de régler tous les comptes à coups de fusil. De Gaulle comprend que s'il ne rétablit pas très vite l'autorité de l'État, la libération peut se transformer en guerre civile. Encore une fois, le temps le presse. Chaque jour sans structure, chaque nuit sans loi, ajoute des morts, des haines, des fractures. À la tête du gouvernement provisoire de la République française, il se met donc à l'œuvre. Il rétablit la légalité républicaine, mais refuse de restaurer purement et simplement la Troisième République. Pour lui, ce régime des partis, de coalitions instables, de gouvernements qui tombent tous les 6 mois, a mené au désastre. Il veut autre chose, un pouvoir exécutif fort, un État qui décide, une démocratie qui ne se dissout pas dans les intrigues parlementaires. Face à lui, les partis renaissent, reviennent, se reforment. Les communistes, forts de leur rôle dans la résistance, rêvent d'une influence massive. Les socialistes, les radicaux, les démocrates chrétiens veulent eux aussi leur part du pouvoir. De Gaulle les écoute, mais se méfie. Il a l'impression d'entendre revenir les mêmes mélodies que dans les années 30, celles qui n'ont pas su empêcher la débâcle. Pour lui, le véritable rival, désormais, ce n'est plus Pétain, isolé, vieux, promis à un procès. C'est le régime des partis, cette hydre dont il considère qu'elle dévore la France de l'intérieur. Il avance donc ses idées, évoque une nouvelle constitution où le chef de l'État ne serait pas un simple figurant. Mais les partis parlementaires, eux, rêvent de retrouver leur puissance. Ils veulent rédiger eux-mêmes les règles du jeu, dans un esprit de méfiance envers l'exécutif. Peu à peu, le fossé se creuse. Le général qui a incarné l'unité nationale découvre qu'en temps de paix, l'unité se fracture, les intérêts se réaffirment, les rancunes ressurgissent. Sur le plan international, pourtant, il remporte des victoires symboliques. Il obtient que la France soit reconnue comme puissance victorieuse, malgré la défaite de 1940. Grâce à son obstination, le pays retrouve une zone d'occupation en Allemagne, un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est pas seulement une question de prestige. Pour De Gaulle, c'est vital. Si la France ne s'assoit pas à la table des grands, elle sera condamnée à subir leurs décisions sans pouvoir les influencer. Ce serait, à ses yeux, une nouvelle forme d'occupation, plus subtile, mais tout aussi insupportable. Mais ces succès extérieurs ne suffisent pas à compenser les tensions intérieures. Les partis le contestent, le Parlement veut reprendre la main, et le général, qui a passé sa vie à commander, supporte mal la logique des compromis sans fin. Alors, dans un geste qui surprend tout le monde, il fait ce que peu d'hommes au pouvoir osent faire. Il part. En janvier 1946, il démissionne du gouvernement provisoire. Il laisse la France à ses partis, à sa future 4e République, à ses débats. Pour beaucoup, c'est un choc. Comment cet homme, appelé par la foule en 1944, peut-il renoncer aussi vite ? Pour ses adversaires, c'est la preuve qu'il n'est pas fait pour la démocratie parlementaire. Pour lui, c'est tout le contraire. Il refuse d'être le figurant d'un système qu'il juge incapable de protéger la France contre le retour du désordre. Commence à qu'on appellera sa traversée du désert. Il se retire à Colombey-les-Deux-Églises, un petit village de Haute-Marne, dans une grande maison simple, la Boisserie, entourée d'arbres et de silence. Là, l'homme qui a enflammé Londres, Alger, Paris, s'installe derrière un bureau et se met à écrire. Ses mémoires de guerre ne sont pas seulement un récit, c'est aussi un acte politique. Il fixe sa version de l'histoire, s'assure que, dans le roman national, le rôle de Pétain, de Vichy, des partis, des alliés, sera jugé à l'aune de son regard. Il ne renonce pas pour autant à l'action. En 1947, il lance le RPF, Rassemblement du peuple français, un mouvement politique qui dénonce la 4e République, promet de restaurer l'autorité de l'État, combat le régime des partis. Pendant quelques années,
Les meetings du RPF remplissent des stades. Les foules viennent l'entendre, l'applaudir, reprendre ses formules. On a parfois l'impression que le pays est prêt de basculer vers lui. Mais la machine parlementaire est tenace. Des alliances se font et se défont pour le contenir. Progressivement, le RPF s'use, s'épuise, se divise. Les élus gaullistes, pris dans les manœuvres, finissent par ressembler à ceux qu'ils combattaient. De Gaulle, dégoûté, suspend l'expérience. Encore une fois, il se retire. Ses adversaires sourient. Le général est fini. La France, pense-t-il, continuera avec ses gouvernements de coalition, ses crises, ses majorités éphémères. Ce qu'il ne voit pas, c'est que sous la surface, les failles s'élargissent. La 4e République accumule les problèmes. Guerre d'Indochine qui se termine dans le désastre de Dien Bien Phu, début de la guerre d'Algérie qui se transforme en gouffre politique et moral, instabilité chronique des gouvernements. Le pays s'enfonce dans une forme d'épuisement et, silencieusement, le nom de De Gaulle continue de circuler comme une sorte de recours lointain, un parachute d'urgence. En 1958, la situation devient explosive. L'Algérie n'est pas une colonie comme les autres. Juridiquement, c'est la France. Des millions d'Européens y vivent, persuadés qu'ils sont sur un sol français pour toujours. Face à eux, la population musulmane aspire à l'indépendance, sous la bannière du FLN. La guerre s'enlise, atroce, faite d'attentats, de tortures, d'opérations militaires, de représailles. À Paris, les gouvernements se succèdent, impuissants. À Alger, une partie de l'armée et des colons ne supporte plus ce qu'elle perçoit comme la lâcheté de la métropole. En mai 1958, tout bascule. À Alger, des généraux, des activistes, des politiciens locaux forment un comité de salut public. Ils occupent des bâtiments, menacent de marcher sur Paris. Dans les rues, on crie un nom. De Gaulle, De Gaulle. Ironie vertigineuse. Ceux qui l'appellent espèrent qu'il viendra pour sauver l'Algérie française, pour briser les hésitations de la 4e République et imposer une solution ferme, quitte à piétiner la légalité. À Colombey, le vieux général de 67 ans écoute ces appels avec une intensité glacée. La tentation serait immense, il suffirait de dire oui à ces militaires exaltés, de se laisser porter par ce mouvement, de prendre le pouvoir sur les épaules des parachutistes. Mais il sait que ce serait la fin de ce qu'il a toujours voulu incarner. La France, oui, mais la France légitime. Pas un putsch, pas une aventure, pas un coup de force. Il fixe lui-même ses conditions. S'il revient, ce sera dans le cadre de la légalité républicaine, appelé par les institutions, investi par le Parlement. Pas comme un général rebelle, mais comme le dernier recours d'un régime à bout de souffle. Le temps, encore une fois, se resserre. La France est au bord de la guerre civile. Armée contre gouvernement, partisans de l'Algérie française contre partisans de la négociation, extrême droite contre communiste. Chaque jour qui passe rend le basculement plus probable. Dans ce climat, sa phrase tombe comme une bombe contrôlée. « Je me tiens prêt ». Il ne dit pas « j'arrive » ni « je prends le pouvoir ». Il dit qu'il est prêt s'il est appelé. C'est un piège élégant tendu au régime. S'il ne fait rien, il s'enfonce dans le chaos. S'il fait appel à lui, il reconnaît son impuissance. Finalement, les institutions plient. Le président René Coty prononce un discours dramatique, évoquant le recours à l'homme le plus illustre de France. Le Parlement, crispé mais tétanisé par la peur de l'explosion, lui accorde les pleins pouvoirs pour 6 mois et surtout la mission de rédiger une nouvelle constitution. De Gaulle revient à Paris, non plus comme le chef de la France libre, mais comme l'architecte d'une république nouvelle. Il entre à Matignon, puis prépare, avec une petite équipe, le texte qui changera la donne. La constitution de la 5e République. Il veut un chef de l'État fort, arbitre au-dessus des partis, capable de dissoudre l'Assemblée, de s'adresser directement au peuple par référendum. Un système qui rompt avec les mécaniques qui ont mené au désastre de 1940 et aux impasses de la 4e République. En septembre 1958, le peuple approuve massivement cette nouvelle constitution par référendum. En décembre, les grands électeurs l'élisent président de la République. L'homme du 18 juin, le général de Londres, l'exilé de Colombey, avance vers l'Élysée avec, dans son sillage, toutes ces années de défaite, de résistance, de rivalité. Pétain, Giraud, les partis de la 4e République. Tous ces anciens concurrents sont désormais hors jeu, condamnés, marginalisés, dissous, ou absorbés dans un système qu'il vient le transformer. Mais pour lui, ce n'est pas un aboutissement. C'est le début d'une nouvelle course contre la montre. Il a des années limitées pour tenter de résoudre l'Algérie, restaurer la puissance de la France, lui donner une voix singulière dans un monde dominé par 2 superpuissances.
le temps, encore et toujours, lui rappelle que même les plus longs destins doivent composer avec la brièveté d'une vie humaine. À lui désormais d'utiliser chaque jour à l'Élysée pour transformer son rêve de certaines idées de la France en décisions concrètes, parfois brutales, souvent incomprises, mais qui marqueront à jamais le pays. Lorsque Charles de Gaulle franchit pour la première fois, en tant que président, les portes de l'Élysée, quelque chose cloche. Le palais est calme, les salons sont silencieux, les dorures immobiles. Mais, à des milliers de kilomètres de là, en Algérie, des bombes explosent dans des cafés, des embuscades éclatent dans les montagnes, des familles entières vivent entre deux peurs, celle de l'attentat et celle d'être abandonnée. Dans les rues d'Alger, quelques mois plus tôt, une foule en délire hurlait son nom. Des pancartes improvisées proclamaient « Vive de Gaulle, l'Algérie française avec vous ». Pour ces hommes, ces femmes, ces jeunes en chemise à manches retroussées, il était le sauveur, l'homme qui allait les protéger contre les lâches politiciens de Paris. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'homme qu'ils acclamaient avait en tête un plan presque à l'opposé de leurs attentes, et que, tôt ou tard, ils le considéreraient non comme un sauveur, mais comme un traître. Depuis l'Élysée, De Gaulle regarde la carte de l'Algérie étalée sur la table. Des points rouges marquent les zones de combat, des flèches indiquent les mouvements de troupes, des cercles entourent les régions gagnées par l'influence du FLN. Chaque point n'est pas seulement une position militaire, c'est une plaie ouverte dans le corps de la France. Il a accepté le pouvoir en 1958 avec une mission officielle, sauver la République du chaos, restaurer l'État. Mais, derrière les formules, une autre équation le hante. Comment sortir d'une guerre coloniale qui déchire l'armée, fracture l'opinion, empoisonne les relations avec le monde entier? Le temps, encore une fois, joue contre lui. Chaque mois de guerre ajoute des morts, des tortures, des attentats, des haines. Chaque trimestre rapproche le pays d'un point de rupture où l'armée, épuisée, pourrait se retourner contre le pouvoir civil. Pour beaucoup de ceux qui l'ont appelé, une chose est claire. De Gaulle est là pour garder l'Algérie française, coûte que coûte. Lui sait déjà que ce ne sera pas le cas. Revenons en arrière, un instant, à ce moment de théâtre pur. Son voyage à Alger, en juin 1958. Il apparaît au balcon du gouvernement général, au-dessus d'une mer de visages serrés, de drapeaux tricolores agités comme des armes. Il lève le bras, laisse planer un silence calculé, et lance « Je vous ai compris ». La foule hurle, des hommes pleurent, des femmes s'accrochent les unes aux autres. Chacun met ce qu'il veut dans cette phrase. Pour les partisans de l'Algérie française, cela signifie « Je suis des vôtres, je ne vous lâcherai pas ». Pour lui, cela signifie plutôt « Je sais ce que vous ressentez, mais je n'ai jamais promis de vous suivre ». Toute la suite va se jouer dans cet espace d'ambiguïté, entre ce qu'il croit qu'il a dit et ce qu'il a vraiment en tête. À Paris, redevenu chef de l'État dans un régime taillé pour donner de la force à la fonction, il commence par ce qu'il sait faire, réaffirmer l'autorité. Il parle à la télévision, à la radio, revient avec cette diction lente, cette hauteur de vue qui donne à chaque phrase des allures de sentence. Mais l'autorité ici ne suffit pas, il doit choisir une direction. Les généraux en Algérie, les colons les plus déterminés, certains de ses propres soutiens, répètent que la solution est simple. Plus de troupes, plus de répression, plus de contrôle. L'Algérie, disent-ils, c'est la France. On ne négocie pas avec une partie de soi-même. On nettoie, on tient, on impose. De Gaulle, lui, regarde plus loin. En Algérie, les soldats sont jeunes, souvent dégoûtés par ce qu'on leur demande de faire. Dans le reste de l'Empire, les peuples observent. Dans le monde, les empires coloniaux tombent les uns après les autres. Il sait qu'il ne peut pas se permettre de figer la France dans une posture coloniale, alors que l'histoire va dans l'autre sens. Mais il ne peut pas non plus annoncer brutalement « l'Algérie sera indépendante ». Ce serait mettre le feu à l'armée, déclencher immédiatement une insurrection en uniforme. Alors il avance par étapes, avec un mélange de calcul et de froideur qui choque même certains de ses proches. En 1959, il prononce un discours clé. Il y parle pour la première fois du droit à l'autodétermination du peuple algérien. Ces mots claquent comme des gifles dans les casernes, les salons d'Alger, les cafés où l'on lit les journaux. Pour les partisans de l'Algérie française, c'est une trahison pure et simple. Comment ça, autodétermination? Ils l'avaient porté au pouvoir comme leur champion. Ils découvrent qu'il envisage sérieusement que l'Algérie puisse choisir de ne plus être française. Dans les messes, les bureaux des officiers, un sentiment d'amertume monte. On commence à dire, à voix basse, « Le général nous lâche ». Certains vont plus loin.
Il ment depuis le début. Il a utilisé notre force pour prendre le pouvoir, et maintenant il nous tourne le dos. L'ennemi, soudain, n'est plus seulement le FLN dans les montagnes. Pour ces hommes, un nouvel adversaire apparaît, le chef de l'État lui-même. Le duel que De Gaulle a toujours mené contre des rivaux, Pétain, Giraud, les partis, prend une forme terrifiante. Un duel entre lui et une fraction de son propre camp. Les années qui suivent sont une montée constante de tensions. Les attentats continuent, les opérations militaires s'enchaînent. Officiellement, la France tient la situation. Officieusement, tout le monde sait qu'on ne peut pas éternellement maintenir un pays entier par la force. En 1961, le conflit éclate au grand jour. Des généraux, Salan, Jouhaud, Zeller, Schall, décident de passer à l'acte. Ils lancent un putsch à Alger. Des parachutistes occupent les points stratégiques, les drapeaux tricolores flottent. Mais cette fois, ce n'est plus l'État qui parle, c'est une armée qui défie son propre gouvernement. Les conjurés rêvent d'un basculement, que les troupes métropolitaines suivent, que Paris vacille, que De Gaulle soit renversé ou contraint d'obéir. À Paris, l'atmosphère est irréelle. On ne sait pas si dans quelques heures, des blindés vont apparaître sur les boulevards. Le téléphone sonne sans cesse à l'Élysée. Certains conseillers, paniqués, lui proposent la fuite, la prudence, des négociations. De Gaulle les écoute, puis fait le contraire. Il enfile son uniforme de général, celui qu'il n'a plus porté depuis la Libération. Ce choix vestimentaire n'est pas un caprice, c'est un message. Il apparaît à la télévision, en képi, droit comme un fouet. Sa voix est grave, tranchante. Il rappelle le devoir d'obéissance, accuse les généraux rebelles de mener le pays au désastre. Il parle à chaque soldat, directement. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Les mots sont méprisants, presque humiliants pour ses adversaires. Il sait ce qu'il fait. En les ridiculisant, il sape leur aura, les réduit à une poignée de nostalgiques incorrigibles. Le message passe. Dans les casernes, les soldats hésitants choisissent majoritairement la légalité. Le putsch s'effondre en quelques jours. De Gaulle vient de gagner l'une des batailles les plus dangereuses de sa vie. Il a empêché la guerre d'Algérie de se transformer en guerre civile entre Français. Mais la menace ne disparaît pas pour autant. Dans l'ombre, une nouvelle organisation se met en place, l'OAS, Organisation Armée Secrète. Ses membres, souvent issus des milieux les plus radicaux de l'Algérie française, se donnent un objectif simple, faire échouer à tout prix la politique de De Gaulle. Attentats, assassinats, plasticage, la violence se déplace en métropole. Des bombes explosent à Paris, des personnalités sont visées. Et au centre de la cible, il y a un homme, le président de la République. Un soir d'août 1962, sur une route de la banlieue parisienne, la Citroën DS présidentielle roule à vive allure. De Gaulle est à l'arrière, avec Yvonne. Soudain, une rafale de balles s'abat sur la voiture. Le pare-brise éclate, les pneus sont criblés, les vitres se couvrent de fissures comme une toile d'araignée. La voiture danse, glisse, dévie, mais ne se renverse pas. Le chauffeur garde son sang-froid, accélère. Plus tard, en examinant la carrosserie, on comptera plus d'une dizaine d'impacts. Une seule balle légèrement blessera un passager. Les époux de Gaulle, eux, en sortiront indemnes. Le président résume plus tard l'épisode avec son humour sec. « Ma femme et moi, nous étions dans l'alignement, et aucun de nous n'a été touché. Je conclus que la Providence veille sur nous. » Derrière la boutade, une réalité. Le duel avec les partisans de l'Algérie française a atteint le niveau ultime. Ils n'essayent plus seulement de l'affaiblir politiquement, ils veulent l'effacer physiquement. Pourtant, au moment même où on essaye de le tuer, sa politique arrive à son terme. Les négociations avec le FLN, ouvertes en secret puis officialisées, aboutissent aux accords d'Évian en mars 1962. Le cessez-le-feu est proclamé. Quelques mois plus tard, l'Algérie proclame son indépendance. C'est un arrachement. Des centaines de milliers de pieds noirs quittent en catastrophe la terre qu'ils considéraient comme la leur. Des harkis, ces Algériens qui avaient combattu aux côtés de l'armée française, sont abandonnés à des représailles terribles. Des familles entières arrivent à Marseille avec quelques valises, des photos pliées, des souvenirs qui n'ont plus de sol. Pour les uns, De Gaulle reste le libérateur. Il a mis fin à une guerre qui dévorait la France, sauvé l'armée du piège colonial, évité un conflit sans fin. Pour d'autres, il reste à jamais le traître qui a sacrifié l'Algérie française. Ce conflit avec son propre camp ne s'effacera jamais complètement. Mais, pour lui, le compte à rebours algérien est terminé. Il peut enfin se consacrer à ce qu'il voulait depuis toujours,
rebâtir la puissance de la France à sa manière. Libéré du fardeau algérien, De Gaulle se tourne vers l'intérieur. La Ve République commence réellement à fonctionner. Il veut un État solide, une administration efficace, une économie modernisée. Dans les années 60, la France se transforme à une vitesse vertigineuse. Des barres d'immeubles sortent de terre en périphérie des villes, des autoroutes tracent des lignes grises dans les campagnes, des usines ronronnent, crachant des voitures, des machines, des réfrigérateurs. On appelle bientôt cette période les 30 Glorieuses. Le niveau de vie augmente, les foyers s'équipent, la télévision entre dans les salons. La France, qui sortait à peine des tickets de rationnement au lendemain de la guerre, glisse dans la société de consommation. De Gaulle n'est pas naïf. Il voit bien que cette abondance nouvelle peut faire oublier aux Français ce qui pour lui est essentiel, la souveraineté, la liberté de décision. Mais il comprend aussi que la grandeur d'un pays ne se mesure plus seulement au nombre de ses bataillons, mais aussi à la puissance de son industrie, de sa technologie, de ses infrastructures. Il s'appuie sur des hommes comme Georges Pompidou, son Premier ministre, sur des hauts fonctionnaires planificateurs, sur une administration qui, sous sa houlette, devient une sorte de machine à produire de la modernisation. Sur le plan politique intérieur, pourtant, le duel continue. Son rival change de visage. Ce n'est plus un maréchal ou un général, c'est un homme civil, élégant, souriant, très doué pour les mots. François Mitterrand. Mitterrand, figure de la gauche non communiste, publie un pamphlet au titre cinglant, le coup d'État permanent. Pour lui, De Gaulle a fabriqué un régime où le président concentre trop de pouvoir, où le Parlement est réduit, où le référendum sert à contourner les représentants. En 1962, De Gaulle propose de faire élire le président de la République au suffrage universel direct. C'est, pour lui, la clé. Le chef de l'État doit tirer sa légitimité du peuple, pas des arrangements entre élus. Pour ses adversaires, c'est une folie. Donner au président une base populaire directe, c'est risquer de voir naître une sorte de monarque républicain, incontrôlable. Le débat est passionné, l'Assemblée lui refuse le projet. De Gaulle riposte en utilisant l'arme qu'il affectionne, le référendum. Il consulte directement le peuple. Si le non l'emporte, a-t-il promis, il partira. Le suspense est réel. Certains se disent que cette fois, le vieux général est allé trop loin. Les campagnes d'affiches s'affrontent, les radios s'enflamment. Mais au soir du scrutin, le oui l'emporte nettement. Le président sera désormais élu par tous les Français. Et De Gaulle sort renforcé de ce bras de fer. Mitterrand reste dans l'opposition, mais son nom commence à s'installer comme celui de l'homme qui pourrait, un jour, lui tenir tête jusqu'au bout. Ce jour arrive en 1965. Pour la première fois, le président de la République doit se soumettre au suffrage universel direct. De Gaulle est confiant. Il pense que le pays, reconnaissant pour la libération, pour la fin de la guerre d'Algérie, pour la croissance économique, lui accordera sans difficulté une large majorité. Mais les temps ont changé. Une partie de la jeunesse ne voit de lui que l'image d'un vieil homme sévère à la télévision. Les ouvriers, les employés, ceux qui montent les escaliers des grands ensembles, ont parfois le sentiment que cette République forte oublie leurs frustrations quotidiennes. Mitterrand se présente face à lui, candidat unique d'une gauche rassemblée. Il mène campagne avec habileté, décrit le gaullisme comme une parenthèse autoritaire, promet un retour à une vie politique plus normale. Au premier tour, surprise, De Gaulle n'atteint pas 50%. Pour la première fois, il est en ballottage. L'homme que l'on croyait inamovible se retrouve en quelque sorte mis à l'essai par son peuple. Le second tour lui est finalement favorable, mais un avertissement a été lancé. Le duel entre le général et les partis qu'il méprise n'est pas terminé. Un jour, il le sait, un de ces hommes finira par l'emporter. Mais pas encore. Pas maintenant. À l'extérieur, De Gaulle joue une partie d'une autre dimension. Le monde est dominé par deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS. Pour beaucoup, le choix est simple. On se range sous le parapluie américain, ou bien on sombre dans l'orbite soviétique. Pour lui, c'est inacceptable. La France ne sera ni un satellite, ni un pion. Elle doit être un pôle à part, une voix singulière, capable de dire oui ou non selon ses intérêts propres. Pour cela, il lui faut des outils. L'un des plus puissants à ses yeux est aussi l'un des plus effrayants, l'arme nucléaire. En 1960, dans le désert du Sahara, une lumière artificielle plus intense que le soleil déchire le ciel. La première bombe atomique française explose. Le sable se transforme en verre, un nuage champignon monte vers l'azur brûlant. Pour certains, c'est une folie coûteuse.
Pour De Gaulle, c'est une assurance vie. Désormais, la France peut, si nécessaire, répondre à une agression par une riposte apocalyptique. Elle n'a plus besoin, en théorie, de se cacher derrière le bouclier américain. Il construit ainsi la force de frappe, une triade nucléaire, sol, air, mer, qui fera de la France l'une des rares puissances indépendantes dans ce domaine. En parallèle, il prend une décision spectaculaire. En 1966, il retire la France du commandement intégré de l'OTAN. Les quartiers généraux de l'Alliance doivent quitter le territoire français. Les Américains sont stupéfaits, parfois furieux. Mais l'image est forte. Un chef d'État d'un pays allié, reconnaissant pour l'aide reçue pendant la guerre, ose dire aux États-Unis « Merci, mais nous déciderons nous-mêmes de l'usage de nos forces ». Son indépendance ne s'arrête pas là. Il surprend le monde en reconnaissant la Chine communiste de Mao à une époque où beaucoup de pays occidentaux refusent d'admettre l'existence de ce géant révolutionnaire. En Europe, il défend une vision qui n'est ni celle d'un super-État fédéral, ni celle d'une simple zone de libre-échange. Il parle d'une Europe des nations, d'un continent organisé autour de coopération entre États souverains, pas d'une machine bureaucratique sans visage. Avec le chancelier allemand Konrad Adenauer, il scelle une réconciliation historique entre la France et l'Allemagne. Des cérémonies communes, des mains serrées devant les monuments aux morts, des lycéens qui demain apprendront la langue de l'autre. Pour un homme qui a connu Verdun, faire de l'ennemi héréditaire un partenaire est un geste immense. Mais il ne veut pas pour autant d'une Europe dominée par Londres et Washington. À 2 reprises, il met son veto à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. Il juge que la Grande-Bretagne est trop liée aux États-Unis, trop atlantiste pour correspondre à sa vision. Dans un monde qui se simplifie volontiers en bloc, De Gaulle agace par sa singularité. Il va jusqu'au Canada crier depuis un balcon à Montréal « Vive le Québec libre !», irritant au passage le gouvernement canadien et la diplomatie américaine. Pour ses partisans, c'est l'audace pure, le signe qu'il n'a peur de personne. Pour ses adversaires, c'est de la provocation gratuite, une façon de jouer avec le feu par amour du geste. Et pourtant, derrière cette image de géant sûr de lui, une fissure commence à apparaître. La France, qu'il croit incarner dans sa continuité millénaire, est en train de changer à toute vitesse. Une nouvelle génération arrive, née après la guerre, qui n'a ni connu le 18 juin, ni la libération. Ces jeunes n'ont pas la même obsession de la grandeur nationale. Ils rêvent d'autres libertés, moins d'autorité, plus de droits, moins de hiérarchie, plus de participation. Ils écoutent du rock, lisent des philosophes, découvrent les campus américains, les théories marxistes, la psychanalyse. Dans les amphis des universités bondées, dans les cités où s'entassent les familles, un malaise sourd monte. On supporte mal la verticalité gaulienne, le tutoiement absent, les leçons de morale depuis le petit écran. En mai 1968, tout explose. Tout commence par des revendications universitaires, des histoires de dortoirs, de mixité, de liberté de parole. Puis les manifestations grossissent, se déplacent vers le quartier latin. Les pavés se soulèvent, les barricades se montent, les slogans fleurissent. Il est interdit d'interdire, sous les pavés, la plage. Pour la première fois depuis longtemps, les images de Paris enflammé refont le tour du monde. Des voitures brûlent, des étudiants affrontent les CRS, la police charge, les blessés se multiplient. Mais ce qui inquiète le plus, c'est que la colère étudiante se transforme, par contagion, en grève générale. Les usines se paralysent, les trains s'arrêtent, les bureaux se vident. La France semble suspendue dans une sorte de flou, entre insurrection et comédie, entre carnaval et révolution. Et au centre de ce tumulte, un grand absent, De Gaulle. Sa voix, si présente dans les crises précédentes, se fait surprenamment rare. Il hésite. Il regarde cette jeunesse qu'il comprend mal, ces ouvriers qui, malgré la prospérité, réclament plus. Il sent confusément que quelque chose lui échappe. Ce n'est plus l'ordre qu'il faut seulement restaurer, c'est un rapport entier au pouvoir qui est mis en cause. Dans ce moment de trouble, il fait un geste qui reste encore aujourd'hui enveloppé de mystère. Il disparaît. Le 29 mai 1968, on ne le trouve plus à l'Élysée. Il est parti, sans prévenir ses ministres, pour Baden-Baden, en Allemagne, où stationnent des troupes françaises. Il y rencontre le général Massu, un de ces officiers qu'il avait naguère rappelé à l'ordre sur l'Algérie. Que se disent-ils exactement ? Les versions divergent. Ce qui est certain, c'est que De Gaulle, à ce moment précis, se demande s'il doit partir ou tenir. S'il doit éviter à la France une possible guerre civile en s'effaçant, ou au contraire, en assumant jusqu'au bout la responsabilité d'être la France face à la tempête. Pendant ce temps, à Paris, les rumeurs s'emballent. Le général est parti, le pouvoir est vacant, la République vacille.
Dans l'espace de quelques heures, l'idée même de l'autorité gaullienne semble se dissoudre. Ses adversaires, en coulisses, commencent à imaginer l'après. Mais il revient. Le 30 mai, il reprend la parole à la radio. Sa voix, un peu plus rauque, annonce la dissolution de l'Assemblée nationale, la tenue prochaine d'élections. Il appelle ceux qui le soutiennent à se manifester. Le soir même, des centaines de milliers de personnes descendent sur les Champs-Élysées, cette fois pour lui. On brandit des tricolores, on crie « De Gaulle, De Gaulle !» Les foules de 1944 semblent revenir, comme si le pays, l'espace d'un instant, se rappelait ce que cet homme avait représenté. Aux élections législatives, son camp remporte une victoire écrasante. Par les urnes, il vient de reprendre en main une situation qui, quelques jours plus tôt, semblait lui échapper totalement. Et pourtant, quelque chose s'est brisé. La France a changé de visage. La jeunesse n'adhère plus à ce style d'autorité. Les ouvriers, même rassurés, restent marqués par la puissance qu'ils ont entrevue dans la grève générale. De Gaulle, lui, a 77 ans. Il sent le poids du temps sur ses épaules. Il sait qu'il ne pourra pas éternellement jouer le rôle de recours suprême. Le duel de sa vie, désormais, ce n'est plus seulement contre un rival précis, Pétain, Giraud, Mitterrand, mais contre le temps lui-même, contre sa propre vieillesse, contre l'usure inévitable du pouvoir. Il lui reste une carte, fidèle à sa logique de toujours, le référendum, ce lien direct avec le peuple. Il l'utilisera une dernière fois, dans une partie où il jouera son propre départ. Mais ça, c'est une autre étape de son destin, celle où il acceptera finalement de quitter la scène pour laisser son œuvre affronter seul le jugement de l'histoire. Imagine un homme qui a survécu à Verdun, à la captivité en Allemagne, à Londres sous les bombes, à la Libération, au putsch des généraux, au bal de l'OAS, à mai 68, et qui décide un matin que la prochaine balle, ce sera lui qui la tirera. Pas sur son corps, sur son pouvoir. Charles de Gaulle se regarde dans la glace. Les épaules sont toujours larges, le regard toujours haut, la voix toujours capable de remplir une salle entière. Mais il sait ce que les autres n'osent pas lui dire. Le temps, cette fois, est réellement en train de le rattraper. Toute sa vie, il a choisi ses sorties. Prisonnier, il a choisi de tenter l'évasion plutôt que la résignation. À Londres, il a choisi de parler plutôt que de se taire. En 1946, il a choisi de partir plutôt que de se laisser enfermer dans un rôle décoratif. En 1958, il est revenu parce qu'on l'appelait. Maintenant, il sent que la prochaine grande décision ne portera plus sur l'Algérie, ni sur l'OTAN, ni sur la bombe. Elle portera sur lui-même. Après mai 68, la France lui a offert une étrange image en miroir. D'un côté, les foules de jeunes qui criaient dans la rue, refusaient l'autorité, secouaient l'ordre établi. De l'autre, quelques semaines plus tard, les foules silencieuses, mais massives, venant hurler son nom sur les Champs-Élysées, votaient pour lui à une majorité écrasante aux législatives. Le pays semble divisé en deux films qui se superposent. Un film de révolte, un film d'ordre. De Gaulle se tient entre les deux, conscient d'incarner encore pour beaucoup la stabilité, mais sentant aussi qu'une partie de la France le regarde comme une figure du passé. Dans son bureau de l'Élysée, il étale des projets de réforme. Rien à voir avec des gestes spectaculaires de guerre ou de diplomatie. Des choses plus technocratiques, plus froides, presque prosaïques. Réorganiser les régions, transformer le Sénat en chambre des collectivités, moderniser la manière dont l'État parle avec le pays. Pour un autre président, ce serait un dossier parmi d'autres. Pour lui, c'est plus que ça. C'est peut-être la dernière grande empreinte qu'il pourra laisser avant que la vieillesse ne le force à s'effacer. Il sait qu'il n'a plus 20 ans devant lui. Son compte à rebours personnel, cette fois, ne se mesure plus en échéances électorales, mais en années d'énergie, en capacité à tenir encore la barre. Il prend alors une décision à son image. Il liera son propre destin à celui d'une réforme institutionnelle. Encore une fois, il se mettra volontairement dos au mur. Les derniers mois de sa présidence sont traversés de scènes presque paradoxales. Il passe de conseils de ministres où l'on discute d'indemnisation agricole, de taux de croissance, d'industrie stratégique, à des moments de solitude où il griffonne des phrases pour ses mémoires, histoire de fixer lui-même le récit avant que d'autres ne s'en emparent. À la télévision, il a toujours cette allure de colosse. Mais autour de lui, le monde devient étrangement plus petit. La jeunesse qui remplit les universités ne l'écoute plus vraiment. Elle parle d'autogestion, de sexualité, d'art, de contestation, dans une langue qui lui semble étrangère. De Gaulle n'est pas aveugle. Il comprend que cette génération ne se reconnaît pas dans sa voix. Lui, pour qui la France est un bloc vertical, découvre un pays qui se voit de plus en plus comme un ensemble de groupes, de minorités, de revendications éclatées.
Alors il fait ce qu'il a toujours fait dans les moments de doute. Il se tourne vers le peuple, en bloc, sans médiation. Le référendum sera son dernier duel. Le projet qu'il propose en 1969 n'est pas, en apparence, explosif. Rien à voir avec l'indépendance d'un territoire ou une rupture militaire. Il s'agit de réformer le Sénat, de renforcer le rôle des régions. Un chantier de fond, un rééquilibrage des institutions. Mais il y ajoute une charge de dynamite, sa propre personne. Il l'annonce clairement. Si les Français disent non, il partira. Sans débat, sans manœuvre, sans prolongation. Autour de lui, on est stupéfait. Pourquoi tout remettre en jeu pour une réforme que beaucoup jugent obscure ? Pourquoi ne pas simplement gouverner jusqu'à la fin du mandat, rester, profiter encore quelques années de l'autorité qu'il possède toujours ? Parce que pour lui, être chef de l'État ne peut pas se résumer à tenir jusqu'au bout. Le pouvoir n'est jamais un fauteuil, c'est une mission. Et si le peuple ne veut plus de sa manière de la remplir, il n'a aucune envie de s'accrocher. Il pose donc la question au pays, mais en réalité, il la pose aussi à lui-même. Est-ce que sa certaine idée de la France correspond encore à ce que les Français veulent ? Ou bien son rêve, construit sur Verdun, Londres et la Libération, s'est-il décalé de la réalité d'un pays plongé dans les 30 Glorieuses, la télévision couleur et le baby-boom ? La campagne référendaire est étrange. Beaucoup discutent du Sénat, des régions, mais tout le monde sait que l'objet réel du vote, c'est lui. Ses adversaires, dont François Mitterrand, voient l'occasion qu'ils attendaient depuis des années. Ils n'ont pas réussi à le battre aux législatives, pas réussi à le renverser dans la rue, pas réussi à fissurer son autorité après mai 68. Le référendum devient leur arme. Il suffit de dire non. Pas besoin de proposer un projet alternatif complet, juste dire non à un homme, à un style, à une époque. Dans les meetings, Mitterrand attaque ce pouvoir personnel, parle d'une république confisquée, promet une autre manière de gouverner, plus parlementaire, plus négociée. De Gaulle, lui, refuse d'entrer dans la logique des petites joutes. Il ne va pas flatter, cajoler, promettre. Il expose, comme toujours, sa vision, en laissant au pays la responsabilité de trancher. Il ne calcule pas les sondages, ne multiplie pas les gestes de séduction. On est à la limite de ce qui, en politique moderne, ressemble à une provocation. Voilà ce que je propose. Si vous n'en voulez pas, je m'en vais. Le soir des scrutins, le verdict tombe. Le non l'emporte. Dans beaucoup de foyers, certains se disent que ce n'est pas si grave. Après tout, c'était seulement un référendum sur le Sénat. Il suffira de recommencer plus tard, pense-t-il, avec un autre projet. Dans l'esprit de Gaulle, ce n'est pas du tout seulement un référendum. C'est un contrat moral qui vient d'être rompu. Il a donné sa parole. Il partirait. On lui explique qu'il pourrait trouver un moyen de rester, qu'il pourrait dire que c'est un malentendu, que le pays a voté sur le fond du projet, pas sur sa personne, qu'il suffit de modifier un peu le texte, de relancer un débat. Il écoute, puis tranche. Non. Quand il a fixé une règle, il la suit. Il ne supporte pas l'idée d'un chef qui promet une chose et en fait une autre pour prolonger son mandat. Le 28 avril 1969, dans la nuit, il envoie sa lettre de démission au président du Sénat, qui assure l'intérim. Pas de discours dramatique, pas de scène grandiloquente. Quelques lignes, sèches, claires. En quelques mots, l'homme qui tenait la France par les deux mains lâche prise. Le lendemain, l'Élysée ne lui appartient plus. Le palais qu'il a habité comme un soldat en quartier général redevient pour lui une sorte de décor lointain. Il retourne à Colombey-les-Deux-Églises. La boisserie l'attend, avec ses pierres simples, ses pièces modestes, ses arbres. Ce n'est pas un retour forcé, c'est un retour voulu, préparé. Depuis des années, il pense à cette maison comme à son port d'attache. Là-bas, il n'est plus le président. Il redevient ce qu'il aime être au fond. Un homme, face au temps, face aux mots, face à sa propre histoire. Il change de costume. Les uniformes, les costumes sombres disparaissent au fond des armoires. On le voit en manteau long, en chapeau, marchant dans le village, saluant les voisins, s'arrêtant sur la tombe de sa fille Anne, morte en 1948, ce chagrin intime qui a toujours creusé une discrète cicatrice dans sa voix. À Colombey, la vie quotidienne est d'une simplicité presque brutale par rapport à la grandeur des scènes qu'il vient de quitter. Le matin, il travaille à son bureau. Des feuilles, des documents, des notes s'empilent. Il rédige ses mémoires d'espoir, suite naturelle des mémoires de guerre. Ces livres ne sont pas seulement un témoignage. Ils sont une prise de pouvoir posthume. Il sait qu'un jour, quand il ne sera plus là, des biographes, des adversaires, des historiens viendront raconter son De Gaulle. En écrivant lui-même, il leur impose un cadre, un ton, une structure.
Sa plume est à son image, longue, ample, haute. Il parle de lui à la première personne, mais toujours en reliant sa vie à celle de la France. Comme si, jusqu'au bout, il refusait de séparer son destin de celui du pays. L'après-midi, il se promène, lit, reçoit quelques visiteurs triés sur le volet. Des chefs d'État passent parfois, des journalistes aimeraient entrer, mais ils se protègent. Il a quitté la scène et il entend le faire vraiment. Pourtant, même au cœur de ce retrait, une forme de duel continue. Son grand rival, François Mitterrand, n'a pas disparu. En 1965, il avait failli le mettre en ballottage fatal. En 1969, il a contribué, avec d'autres, à organiser le non au référendum. Et maintenant, il observe, patient, prêt à reprendre le flambeau de l'opposition, à s'emparer un jour d'une fonction taillée paradoxalement par le système de celui qui l'a combattu. De Gaulle suit tout cela à distance. Il lit les journaux, écoute les nouvelles. Il voit Pompidou lui succéder, constate comment la Ve République vit sans lui. D'une certaine manière, le plus grand test de sa vie commence après sa démission. Sa constitution, son régime, sa certaine idée de la France. Sont livrés au réel sans la présence de leur auteur. C'est comme si un architecte quittait le bâtiment qu'il a construit et le regardait vivre à travers les fenêtres, en se demandant si les murs tiendront, si les habitants l'adapteront, le défigureront ou le prolongeront. Il ne commande pas publiquement, il ne publie pas de tribune, ne donne pas d'interviews incendiaires, ne cherche pas à devenir un leader de l'opposition. Sa parole maintenant est dans ses livres, et dans quelques phrases qu'il écrit comme on plante des jalons pour le futur. L'homme qui a affronté tant de fois la mort commence à sentir sa présence non plus comme une menace extérieure, mais comme une proximité intime. Il a 80 ans, son corps le rappelle à l'ordre, la fatigue, les douleurs, le souffle plus court après les promenades. Mais il refuse de jouer la comédie du vieil homme diminué. Il continue à travailler avec une discipline sévère. Chaque page écrite est une manière de retarder l'effacement. Chaque phrase est un combat contre l'oubli. Un soir de novembre 1970, rien n'annonce un drame particulier. À la Boisserie, la journée a été ordinaire. Travail, lecture, un peu de correspondance. En fin d'après-midi, il s'assoit pour faire une réussite, ce jeu de cartes solitaire qu'il affectionne. À la télévision, en fond, des images se succèdent, banales, presque triviales. La scène est d'une simplicité absolue. Pas de drapeau, pas de fanfare, pas de microphone ni de défilé. Juste un vieil homme, des cartes, un poste de télévision. Soudain, une douleur fulgurante le traverse. Il s'effondre. Une rupture d'anévrisme. Le géant tombe, sans discours d'adieu, sans dernière phrase théâtrale. Le paradoxe est vertigineux. L'homme qui a su mettre en scène tant de moments de sa vie publique meurt dans une scène presque invisible, comme si l'histoire, par un dernier clin d'œil cruel, lui rappelait que personne ne choisit vraiment sa sortie de scène. La nouvelle, elle, ne meurt pas en silence. Elle se répand à une vitesse folle. À Paris, les radios interrompent leurs programmes. Les journaux tirent des éditions spéciales. Les cloches sonnent dans des villes où parfois on l'avait sifflé quelques années plus tôt. Les dirigeants du monde entier envoient des messages. À Moscou comme à Washington, on salue le disparu avec une gravité respectueuse. On évoque le résistant, le chef d'État, l'homme de la bombe, celui qui a osé dire non à Hitler, à Roosevelt, à Churchill, à l'OTAN, à tout le monde. En France, la question surgit immédiatement. Où et comment l'enterrer ? On imagine un instant un panthéon, des funérailles nationales écrasantes, un cortège interminable dans Paris, des discours sous les colonnes antiques. Mais De Gaulle a laissé des consignes claires. Il veut être enterré à Colombey-les-Deux-Églises, dans le petit cimetière du village, avec une simple croix et ces mots « Charles de Gaulle ». Pas même son grade. Pas de chef d'État à la cérémonie religieuse. Pas de discours interminable sur sa tombe. Juste sa famille, ses proches, quelques dizaines de personnes. Un village figé dans l'incidence lourd. Ce contraste entre la stature historique et la modestie voulue de la sépulture est peut-être son dernier geste politique. Comme s'il disait « L'homme n'est qu'un homme, ce qui importe, c'est ce qu'il laisse derrière lui ». Son grand rival, François Mitterrand, assis dans une tribune officielle lors de l'hommage national, regarde passer le cercueil drapé de tricolore. Il sait qu'une page se tourne, mais aussi que la structure laissée par cet homme, la Ve République, est désormais le jeu dans lequel lui-même, un jour, jouera sa propre partie. Ironie de l'histoire, quelques années plus tard, c'est Mitterrand qui deviendra président, en 1981,
en s'installant dans les institutions qu'il avait dénoncées comme un coup d'État permanent. De Gaulle n'est plus là pour voir ce renversement, mais on imagine sans peine le sourire ironique qu'il aurait pu avoir. Son plus acharné critique s'empare de l'outil politique qu'il a forgé et l'utilise pour gouverner à son tour. Cela dit quelque chose de profond. Le gaullisme, au-delà de l'homme, a imprimé durablement la manière même de penser le pouvoir en France. Avec le temps, la figure de Charles de Gaulle quitte la simple biographie pour entrer dans une zone plus mystérieuse, le mythe. On ne parle plus seulement de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il représente. Pour certains, il devient le symbole de la résistance, de la France qui dit non quand tout le monde dit oui. Pour d'autres, c'est un modèle d'État fort, d'autorité, de verticalité nécessaire dans un monde jugé trop flou, trop mou, trop hésitant. Pour d'autres encore, il est un repoussoir, trop solitaire, trop dominateur, trop prisonnier de sa propre vision, incapable, disent-ils, d'écouter la diversité du pays. Sa phrase célèbre, « Une certaine idée de la France », est reprise, commentée, interprétée dans tous les sens. Certains y entendent un idéal de grandeur, d'autres une forme de nostalgie impossible à tenir dans un monde globalisé, européen, multipolaire. Mais, au-delà des caricatures, il reste un fil rouge dans son parcours, le duel permanent entre le temps et la volonté. Toute sa vie, De Gaulle a été un homme en guerre contre l'idée de fatalité. En 1940, il refuse que la défaite militaire se transforme en mort morale de la France. En 1958, il refuse que l'Algérie entraîne le pays dans la guerre civile. Dans les années 60, il refuse que la France devienne un simple pion entre Washington et Moscou. Et, jusqu'au bout, il refuse le rôle du chef accroché à son poste. Il préfère lier son pouvoir à un vote populaire et accepter d'en sortir. Son dernier adversaire, finalement, n'aura été ni Pétain, ni Giraud, ni l'OAS, ni Mitterrand. Ce sera le temps, ce temps qui finit par vaincre tout le monde. Mais même le temps ne gagne jamais tout à fait, car, des décennies après sa mort, son nom revient, encore et encore, au détour d'un débat, d'une crise, d'un discours. Quand la France doute, on invoque souvent son fantôme. Que ferait De Gaulle ? Question impossible, évidemment, mais qui dit bien une chose. L'homme a laissé dans l'imaginaire collectif une silhouette qui dépasse sa propre époque. Et peut-être que l'image la plus juste de lui n'est ni celle du 18 juin derrière un micro, ni celle du 26 août sur les Champs-Élysées, ni celle, dramatique, de la déesse criblée de balles, ni même celle du vieux président face à mai 68. Peut-être que la scène la plus vraie reste ce vieil homme, à Colombey, penché sur une feuille, traçant avec application les mots qui résument tout. Il n'a jamais séparé son histoire de celle de la France. Il a voulu que sa vie soit à la hauteur d'un pays. Qu'il considérait non comme une simple nation, mais comme une personne à part entière, avec sa dignité, ses caprices, ses grandeurs, ses abîmes. Et, qu'on l'admire ou qu'on le critique, il a réussi une chose rare. Faire de son existence non pas une carrière, mais un récit que des générations écouteront, comme on écoute, justement, un long récit dramatique, plein de chutes, de retournements, de rivalités, et de ces moments où, contre toute logique, un seul homme décide que le temps n'a pas encore dit son dernier mot.